Une des influences là-dedans, évidemment, qui a du Spider-Verse, c'est Cléopâtre le plus cinématographique, tu devrais prendre celui-là. De temps en temps, je faisais trop clavier, de temps en temps, je faisais trop Carrel, et de temps en temps, je faisais trop moi. Elephant Man, je suis passé complètement à côté. J'ai ri, en fait. Bon, attends, non, je vais me plaindre, non. Je trouve ça ultra cool. Salut Alain Chabat, on a plein de questions à te poser. Certaines sont plus légères et d'autres plus sérieuses. Est-ce que t'es prêt? Combini. Bon, merci beaucoup Alain, bienvenue. Merci, dans cette Arthur. interview, on va parler un peu de cinéma, de création artistique, de séries et d'Astérix, bien évidemment. L'idée, c'est que c'est un vrai échange, c'est une discussion. Moi, j'avais une première question. On te recevait il y a maintenant 6 ans chez JM Vidéo, l'un des 2 derniers vidéoclubs pour notre interview. Ouais. Interview qui se terminait sur une déclaration d'amour pour un film qui s'appelle Spider-Man Into the Spider-Verse. Absolument. Quand on regarde les 5 épisodes de la série Astérix, le combat des chefs, on se rend compte que tu nous as pas vraiment menti sur ton amour pour le film. Est-ce que c'était important pour toi d'aller chercher un peu vers des nouveaux types d'animation, vers des nouvelles manières de pouvoir aller raconter ce genre d'histoire? Quand on a discuté de la série et du look, enfin du visuel de la série avec Fabrice Joubert, avec qui je réalise la série, avec Aurélien Prédal, qui est le directeur artistique de la série, avec toutes les équipes qui s'occupaient du visuel. Moi, je disais, voilà, j'aime bien ça, j'aime bien, je sais pas, puisqu'il y avait des forêts il y a des forêts dans Astérix, la forêt, elle est super importante dans Astérix. Je disais, j'aime bien les fonds des forêts, de certains dessins de préparation du livre de la jungle, le premier, où on voyait les arbres qui étaient presque des aquarelles. J'aimerais bien que les fonds soient un peu comme ça. Ou en tout cas, voilà, j'aime bien, il y a une énergie dans Samurai Jack, très très nerveux, même des flammes ou des ambiances lumière. J'aime bien le rythme de comédie des Chuck Jones ou des Fritz Freylang ou des Bip Bip et le Coyote. Tu vois, et dans Spider-Verse, il y a un truc qui est quand même... enfin, les 2 trucs, et je crois que j'en parlais dans Vidéo Club, là, c'était que ça joue bien. Je trouvais que ça joue super bien dans Spider-Verse. Et puis, c'est ce visuel où de temps en temps, on s'autorise de la 2D dans de la 3D. Pourquoi pas des whacks, des baums et des trucs. Et puis, ça correspondait avec, avec le matériel de base qui est l'album Le Combat des Chefs, quoi, et Uderzo. Et donc, voilà, tout ça, on parlait de tout ça, et puis aussi des influences de Fabrice, tu vois. Fabrice, lui, il s'est fait quoi, une bonne vingtaine d'années chez DreamWorks, il a bossé chez Hardman, il a fait du Wallace et Gromit, du Lapin-Garou, enfin, il a fait de la stop motion, donc on parlait aussi des textures. Au tout début, avec Benoît Houlion et Piano, avec qui j'ai écrit, on se disait, est-ce que ce serait pas intéressant de faire des décors en dur, des mégatures, quoi, tu sais, avec des mouvements de caméra assistés par ordinateur, évidemment, quand on a besoin de refaire plusieurs fois les mouvements, et là-dedans, d'incruster des personnages en 3D. On se disait, tiens, ça pourrait être ça, le look de la série, quoi, enfin, ou du film, à l'époque, parce que ça pouvait être un film. Une des influences là-dedans, évidemment, qui a du Spider-Verse, et je pense notamment, et c'est l'idée d'Aurélien Prédal, quand on cherchait c'est quoi notre potion magique à nous, elle a quelle gueule, quoi. Et évidemment, on a revu tout ce qui a été fait, que ce soit chez Astier ou chez toute l'époque du studio Idéfix. Et Aurélien revient en disant, dans les toutes premières éditions d'Astérix, le Gaulois, il y avait un défaut d'impression. Et les couleurs primaires, tu sais, c'était un peu raté, quoi. De temps en temps, ça débordait un peu. Il y avait du vert qui débordait un peu sur les persos, ou un peu de jaune, ou un peu de rouge. Et il disait, ce serait pas mal qu'on garde, tu vois, en petit clin d'œil à ce truc-là, qu'on garde ça pour que, quand ça flash, c'est une espèce de bug de couleur primaire, tu sais, qui passe. Et je trouve qu'on retrouve un petit peu de temps en temps dans Spider-Verse aussi. Absolument. Enfin voilà, tout ça pour dire que c'est un mélange de plein de trucs, mais effectivement, il y a cette influence-là qui vient de temps en temps. Ouais. Mais du coup, ça implique moderniser un dessin qui est culte. Est-ce qu'à un moment, t'as pas eu peur justement de ce passage du trait d'Uderzo à de la 3D avec des références très récentes? Alors, peur non, puisqu'à un moment, on s'est dit... on s'est posé la question de la 2D aussi, au tout début. Après, on voulait absolument, et c'était un souhait de Netflix aussi, et de Dominique Bazet qui s'occupe de l'animation monde pour Netflix, de fabriquer la série en France. Astérix, c'est un héros français, on voulait que ça soit fabriqué en France. Et les studios qui font de l'anime 2D, pour un truc de cette ampleur, on n'avait pas
Ok. Vraiment complètement les ressources, alors qu'on a on a des super studios en France pour de la 3D. Donc c'est pour ça qu'on est parti sur de la 3D, mais c'était pas une peur, mais c'était de se dire, j'ai pas envie d'avoir des pots comme des bougies. Comment on peut mettre de la chaleur dans un truc qui peut être parfois un peu clinique. Et puis effectivement, Uderzo, il s'arrange dans chaque dessin. Le personnage, il a presque, quand tu regardes vraiment, et je dis pas qu'il a jamais la même forme, mais il s'arrange avec ce qu'il a envie de raconter dans le dessin. Et puis nous, il y a un moment, on doit modéliser un personnage et un seul qui doit fonctionner dans toutes les situations, quelles que soient ses positions de bras et tout. Donc c'était plus ça les difficultés qu'on a eu à gérer avec avec TAT, avec le studio et tous ceux qu'on créé et modélisé les persos, quoi. Ok. Je vais pas te faire l'affront de demander ton Astérix préféré. Néanmoins, s'il te plaît, si tu devais déménager et ne garder que 3 albums de ta collection, vers quoi tirer en priorité? Gladiateur. Ouais. Astérix Gladiateur. Il y a quand même des cases de Astérix en Corse que j'aurais du mal à... Après, je les ai tellement dans la tête que je me dis, est-ce que je peux vivre avec que mon souvenir? Je pense Astérix et Cléopâtre quand même, parce que voilà, j'ai quand même envie de revoir... Légionnaire, c'est un peu un mélange des deux, à un moment que je voulais faire aussi, à l'époque de Mission Cléopâtre, avant que Claude Berry me dise c'est Cléopâtre le plus cinématographique, tu devrais prendre celui-là. Mais Gladiateur et Légionnaire, je les aimais beaucoup. Je sais pas, la zizanie peut-être. Voilà, je sais pas. Aujourd'hui c'est ça. Demain je vais te répondre autre chose. Et tu les relis souvent? Il y a un truc comme ça? Non, je fais exprès de pas les relire souvent. D'accord. J'ai envie de retrouver. Donc là, par exemple, la zizanie. Non, c'est Obélix et compagnie. J'ai envie de le relire depuis un moment, mais j'attends. Je suis pas encore à température. Ok. Bon, pour changer un peu de sujet, est-ce qu'il y a un film que tout le monde adore et tu comprends pas? Alors, Elephant Man. Ok. Elephant Man, je suis passé complètement à côté. J'ai ri, en fait, quand je l'ai vu au cinéma. Alors, je voyais tout le monde qui pleurait. Je suis passé complètement à côté de ce film, par exemple. Ouais. C'est quoi? Je n'ai pas revu. Que t'as pas revu? Non, que j'ai pas revu. Je voudrais revoir, parce que quand même... tu vois, David Lynch, c'est pas le plus mauvais quand même. Donc, et puis j'adore Lynch. Enfin, tu vois, il y a plein de films de Lynch que j'adore, que j'ai vu plein de fois. Celui-là, je sais pas pourquoi, je suis passé à côté. Alors, peut-être j'étais dans une sale humeur, j'ai été cynique et j'étais vraiment une mauvaise personne quand j'ai vu ce truc-là à ce moment-là. Mais celui-là, par exemple, c'est celui-là qui me vient, là, par exemple. Est-ce que tu vas encore souvent au cinéma? Là, ces derniers temps, je te cache pas qu'on était beaucoup devant des écrans de... J'imagine. Non, là, en ce moment, non. Mais de manière générale? Moi, j'aime bien la salle, ouais, j'adore. Ouais. J'adore la salle, j'adore les bonnes salles, évidemment. Une bonne putain de salle avec un bon son, et puis à Paris, on est gâté quand même. Ouais. Et puis voir un film avec des gens, je sais pas, il y a évidemment les comédies, c'est sûr que, je sais pas, le rire entraîne le rire, quoi. Il y a un truc, et même la peur, enfin, tu sais, les films où... Je sais pas, ou n'importe quelle émotion, quoi, tu la sens, j'ai l'impression que c'est poreux, quoi, et que... Et puis l'expérience d'un immense écran, et puis d'un son incroyable, ouais, bien sûr, j'adore. T'as un petit rituel de ciné? Un endroit où tu t'assois tout le temps? Un truc ouais, que tu je m'assois tout le temps, vers 7e rang milieu. Ok. Popcorn? Popcorn salé. Salé? Popcorn ouais? Salé. Je déteste arriver en retard. Ok. Je stresse tout le monde, je suis vraiment un boulet. Je marche vite. Je veux pas... Je veux être dans les premiers dans la queue, quoi. Je veux pas... Bon, parfois, je suis pas le premier, mais ça me... Je veux ma bonne place, quoi. Après, quand je suis un peu sur le côté, mais... Non, j'aime bien être bien au milieu, Tac, j'ai bien choisi mon truc, mon popcorn. Les pubs, les bandes annonces, tout. Ok. J'ai cette image qui est peut-être cliché et fausse, hein. Dis-moi si c'est le cas, mais que les quelques fois où on doit t'approcher dans la rue, ce sera toujours pour te parler de une ou deux mêmes œuvres, toujours un peu les mêmes. Je sais pas si c'est le cas. Non. Non, ça va? Non, c'est pas le cas, je trouve. Enfin, on parle beaucoup évidemment d'Astérix, mais ça peut être Burger Quiz, ça peut être La Cité de la Peur, ou ça peut être... ouais, remarque, c'est peut-être toujours les mêmes trucs. Ça peut être Didier. Non, ça dépend. L'autre jour, ça dépend. De temps en temps, ils me sortent des films un peu plus, confidentiels, quoi. L'autre jour, on m'a parlé de Papa, le film de Maurice Barthélémy, un jeune homme en plus. Il m'a dit que ça l'avait beaucoup touché, il me parlait de ça, voilà, dans tous les trucs, il avait choisi ça. C'est quoi ton rapport à ça? Ça t'ennuie un peu? Ça te dérange pas du tout? Tu comprends pourquoi? Ouais, je trouve ça... Bon, attends, non, je vais me plaindre, non.
Je trouve ça ultra cool. Ça me gêne pas du tout. Bah non, ça fait plaisir. Puis en plus, tu vois un peu les gens, puis tu t'imagines quand ils l'ont vu, à quelle époque, qu'est-ce que ça représente pour eux à ce moment-là, qu'est-ce qu'ils ont ressenti comme émotion, avec qui ils étaient. J'étais avec mes parents, j'étais avec mes grands-parents. Tu vois, maintenant, je commence à avoir un certain âge. Ah ouais, ça y est. Ma grand-mère vous adore. Donc... Et en dehors de ces interactions-là, même en interview, est-ce qu'il y a un rôle dont tu trouves on ne te parle pas assez? Un film dont tu es vraiment fier, un rôle que tu aimes vraiment, et dont tu trouves on ne te parle pas assez? Ma fille Louise m'a dit que mon meilleur rôle, c'est Picouse. Je joue un ancien tox avec des dreads et des dents pourries. Et Louise, ma fille, me dit papa, c'est ton meilleur rôle. Donc je trouve qu'on ne parle pas assez de Picouse. Oh putain! Un hérisson! J'aime bien les hérissons. Je sais que quand tu étais petit, tu disais que tu voulais devenir Walt Disney. C'était un peu le métier que tu voulais faire. Ouais. Que tu as même dessiné, si je ne me trompe pas, un Chabaland. Ouais. Toute proportion gardée, bien évidemment. Est-ce que cette série en animation, cette immersion dans l'animation avec Astérix, c'est un peu ta manière de s'y approcher le plus possible? Non, mais je trouve qu'il y a un truc de rêve d'enfant quand même un peu... Je m'en rends compte aujourd'hui là que je réalise d'une certaine manière. Oui. Ouais. Je trouve quand même parce que c'est un vrai dessin animé, quoi. Enfin, c'est un vrai film d'animation, même si c'est construit comme une série. En fait, c'est une vraie série. Parce que l'autre jour, on se disait, tiens, est-ce que si on met tout bout à bout, ça fait un film? Non, en fait. Non, ça fonctionne pas. Non, ça fait une série. C'est une série, en fait. C'est construit comme ça. Mais oui, je crois que j'ai un petit peu, réalisé un rêve d'enfant de faire un vrai truc d'animation. Ouais, c'est vrai. Mais à l'époque, tu réalisais pas que ça allait impliquer un travail d'aussi longue haleine, de 5 ans, que ça allait prendre autant de temps et d'énergie, j'imagine. Je sais pas si je me disais pas ça. Je pense que non, évidemment, je pouvais pas savoir combien de temps et combien d'énergie il faut pour fabriquer ce genre de truc, mais j'avais pas l'impression que c'était simple non plus. Ok. Je me disais, putain, ça doit être génial, mais ça doit être... je voyais bien, même très tôt, que c'était un dessin par un dessin, quoi. À l'époque, c'était des cellos, quoi. Enfin, voilà, donc... et quand je faisais des petits flipbooks... tu voyais le temps que ça te prenait. Vraiment, pour faire un petit bonhomme qui fait ça, tu galères à niquer tous les dictionnaires de tes parents, quoi. Enfin, tous les coins de page des dictionnaires des parents. Je sais aussi que tu fais depuis toujours des petits croquis, des storyboards, des manières de raconter, mais on m'a parlé d'une histoire avec des Playmobil. C'est quoi cette histoire? Tu dois nourrir toutes les équipes pour dire un peu ce que tu as dans la tête, et parfois quand tu dessines... moi, je dessine pas non plus comme Fabrice Joubert ou comme tous les dessinateurs qui ont bossé sur la série. Je dessine, mais je suis pas non plus... super fort pour faire, j'en sais rien, des mouvements et puis des travelling arrière ou je sais pas quoi. Donc de temps en temps, on se disait, bah tiens, avec un téléphone, on va se prendre des Playmobil, puis on va faire à peu près les plans pour dire, voilà, en fait, on arrive sur Metadata et tac, on passe sur Fast and Furious. Donc on avait des petits Playmobil dégueulasses et on leur envoyait ces espèces de maquettes horribles qu'ils arrivaient à comprendre finalement. Comment? Et ils comprenaient. Très bien. Très bien. Et alors, je sais pas d'où ça sort ce truc de Playmobil, comment tu sais ça, mais à Annecy, quand on avait présenté les premières images au Festival d'animation d'Annecy il y a 1 an, on avait montré ces petits films tout dégueulasses pour dire à quel point j'étais super au point dans ma façon de diriger et que sans ça, rien n'était possible, quoi. Et ça a marché au final. Ça marchait très bien. Je me posais une question aussi en regardant la série. Tu disais ce que tu aimais dans Spider-Verse, c'était le côté... les personnages vivants et vraiment incarnés. Là, je trouve que c'est le cas aussi. Mais est-ce que, dès le départ, quand vous avez réfléchi un peu au caractère design, à ce à quoi les personnages pouvaient ressembler, est-ce qu'à un moment, tu t'es dit, bah oui, évidemment que la maman de César, ça doit être Jérôme Commandeur? Ce truc de se dire, c'est évident. Eh ben, en discutant avec Jérôme tout à l'heure, je crois qu'on s'est souvenu, en fait, que il est venu pour faire Black Angus, qui est un personnage dans la série, qui est le commentateur, qui va commenter le combat des chefs avec Stéphie Selma, enfin avec un personnage qui s'appelle Anna Barbera, qui est ce mec du Sud-Ouest, qui est vraiment ancien monde et qui est vraiment le bourrin. Enfin, le personnage qu'on représente, c'est vraiment un bourrin, quoi. Et quand il était dans le studio, on lui a dit, il y a aussi un autre perso, tu le sens celui-là, de voir ce que tu peux faire avec ça. Et on lui montre la maman de César. Et je crois que c'est là qu'on a décidé qu'il nous a sorti un truc qui était évidemment
à l'exact opposé de Black Angus. Et du coup, c'est comme ça qu'il... Mais c'est pas tout de suite, on s'est dit, tiens, c'est Jérôme qui va faire la voix de... C'est en studio quand il est venu, je crois, le jour même, où on lui a demandé tu veux pas tenter ça? Parce qu'il y a plein de comédiens et de comédiennes de la série qui font plusieurs voix. Ouais. Et parfois, quand ils étaient là, on disait, tu veux pas essayer? Est-ce que tu peux nous trouver un truc pour ça, ou pour celui-là, ou pour celle-là? De temps en temps, ils essayaient, de temps en temps, ça marchait, de temps en temps, non. De temps en temps, c'était trop proche. Mais ouais, David Marseille, il fait 3 rôles. Grégoire, lui dit qu'il doit en faire... Il fait le chef, mais peut-être qu'il en fait 2, je crois. Jamel, il en fait 2, dont une poule. Bon. Après, t'arrives, et puis tu... Pareil, avec Benoît, on se disait, mais attends, il n'y a pas un truc... Mais parce que ce sont des gens marrants, ils sont marrants, quoi. Donc, ils peuvent faire plein de voix, puis il y a quand même un truc très rigolo et très... presque, je dis pas amateur, mais... Tu sais, il y a un truc pas grave de faire plein de voix. Moi, je fais quelques voix aussi dedans. J'en fais 2, 3. Je fais Twin Peaks. Ouais. Je fais Astérix. Et je fais H-Canonix. Ah bah oui, voilà, c'est ça. Ouais. Et tu l'as dit, ce truc de changer de voix, c'est marrant de se dire qu'effectivement, tu n'as pas du tout la même voix que quand tu fais Shrek, par exemple. Non. Ouais, ça, c'est un truc que tu as vraiment essayé de différencier ces 2 personnages, 2 intonations, 2 manières de parler différentes. Oui, Astérix, de temps en temps, je faisais trop clavier. De temps en temps, je faisais trop Carrel. Et de temps en temps, je faisais trop moi. Et de temps en temps, ils me disaient, non, mais là, c'est ta voix, là, en fait. Faut que tu reviens un peu à Astérix. Alors, je revenais trop à Astérix des années 60 ou de Christian, parce que j'ai tellement la voix de Christian. Donc, c'était un mélange d'essayer de retrouver... de trouver une vraie identité, mais c'était j'ai l'impression plus avec Gilles Lelouch qu'on a réussi à trouver une dynamique ensemble. Quand j'étais avec lui, c'était bon, en plus Astérix il est souvent avec Obélix, donc ça tombe bien, mais avec lui et quand on était ensemble dans la même pièce, j'arrivais à, j'ai l'impression à plus, j'ai l'impression que je l'ai trouvé vraiment sur la fin. J'ai galéré longtemps. Ouais. C'est beau ce que tu dis là sur l'aspect on essaye des choses, on redécouvre tout ça. Quand on voit qu'il y a des grands débats en ce moment sur le doublage en IA et sur le fait de remplacer potentiellement les comédiennes de doublage. C'est quoi, toi, ton rapport à l'IA dans la création artistique et notamment sur la question du doublage qui pose quand même beaucoup de questions? Je suis toujours partagé entre c'est là et il va falloir apprivoiser ce bordel, quoi, en fait. Enfin, il va falloir comprendre cet outil et savoir comment on va pouvoir s'en servir exactement comme il faut, quoi. En voyant évidemment les dangers, parce que l'économie, d'un seul coup, de se dire, tiens, on va faire disparaître tous ces humains pour l'emplacer par un truc moins cher que personne, enfin, ou gratos, que personne, tu vois. Évidemment, c'est exactement pas du tout ce que tu veux. Quand, par exemple, on dit, on veut faire la série en France, bah, on sait qu'on veut garder les talents aussi en France. Il y a des talents, enfin, tu vois, on est super bon en animation. Tu veux garder tous ces gens ici, tu veux leur filer du taf, et ils sont bons. Et puis, Puis bon, il se trouve que c'est Astérix, donc il y a un truc presque un peu symbolique de le faire ici, quoi. Bien sûr. Donc c'est toujours... je suis toujours... partagé là-dessus. Ouais, partagé, parce que j'ai à la fois envie de dire, non, ça... Tu vois, j'ai pas assez... Je sais pas comment dire, j'espère que j'ai pas assez d'infos là-dessus, mais... Il y a une posture qui peut être de se dire, ça peut être un atout qui aide les artistes, pas qui les remplace. Non, mais moi je pense que de toute façon, ça, je sais pas pourquoi je suis toujours optimiste avec ça. Je pense que ça va toujours aider. J'ai l'impression que l'humain, il y a toujours un moment où d'une machine, il arrive à la pervertir et à en faire un truc... je sais pas comment dire, je vois les images d'IA, je les trouve dégueulasses. Enfin, tu vois, au bout d'un moment, tu les vois, tu les trouves dégueulasses, tout de suite. Tu sais à quoi elles ressemblent, tu sais, les peaux, tu sais comment elles sont, les lumières, les trucs, et puis il y a des trucs... en IA, je me dis, mais il y a des étapes qu'on va pouvoir sauter, j'ai l'impression, qui aujourd'hui prennent énormément de temps et qui on va pouvoir gagner du temps là-dessus et qui sont pas forcément des étapes artistiques absolument passionnantes. Donc moi, je crois toujours aux artistes, en fait. J'ai l'impression qu'il y aura toujours... Peut-être je me gourre, hein, je suis trop optimiste. Mais en tout cas, sur le doublage, là, franchement, il y a autre chose à foutre. Enfin, avec l'IA que ça, quoi. C'est sûr que ça, c'est clairement pour remplacer... Enfin, c'est clairement un truc puissant, un truc économique pour dire, on va se débarrasser de tous ces humains, ça va coûter moins cher, on va faire ça. Donc, cette approche, elle est... non, on n'a pas envie de cette approche-là. Non, je suis d'accord. Mais pour accélérer des choses ou faire je sais pas quoi à un endroit où peut-être... peut-être justement dans l'animation où il y a plein d'étapes un peu bâtardes, entre guillemets, où les animateurs se cassent un peu la tête parfois sur des éléments, il y a peut-être des endroits où ça peut aider, tant que ça remplace pas l'artiste. C'est ça. Et il y a sûrement une transition à trouver pour aussi former les gens
qui étaient dans ce secteur-là pour ne pas qu'ils perdent leur taf d'un seul coup du jour au lendemain, mais réapprivoiser cet outil pour... Enfin, c'est ça aussi, c'est que tout le monde veut aller tellement vite, forcément, parce que personne n'a le temps de rien, jamais. J'ai vraiment pas de certitude là-dessus, mais à chaque fois, tu te dis... Il y a quelque chose de bien, il y a un outil. J'ai l'impression qu'il y a un outil dont on peut se servir. C'est la façon dont on force les gens qui est brutale, quoi. Ouais, je suis d'accord. Ouais. Puis se poser la question aussi du droit d'auteur et bien sûr. Et de tout ça d'où vient. Oui, bien sûr. Je t'ai fait une interview tout à l'heure où vous étiez 5 sur un quiz Astérix et il se trouve que tu connais très bien tout Astérix. Toi qui connais un peu tous les albums, ce serait lequel selon toi l'album qui pourrait être le plus difficile à adapter en film ou en série? Non, j'ai l'impression qu'ils sont tous bien adaptables. Après, il y en a qui sont très bavards, que j'adore. Hein. Il y a beaucoup de... C'est beaucoup sur le texte et beaucoup sur les personnages. Et presque ça pourrait être presque des pièces de théâtre. Ouais. Mais ce serait des super adaptations aussi. Mais peut-être visuellement moins spectaculaires que les Jeux Olympiques, Cléopâtre... Je sais pas lequel serait le plus... Parce qu'on a besoin de ce côté spectaculaire, tu penses? Sur un truc d'animation où des centaines de personnes vont se faire chier à faire des images, je sais pas pourquoi. Moi, en tout cas, je pense que oui, j'aimerais bien un peu plus de spectacle que juste des gens qui dialoguent, que juste des dialogues. Ça peut marcher aussi, hein, que des dialogues. Mais du coup, je me dis, en anime, c'est beaucoup d'énergie pour... à ce moment-là, faisons-le en live, quoi. Ça va être plus simple. Enfin, plus simple. Ça va mobiliser moins d'énergie pour... Bon. En anime, t'as quand même un outil de l'anime où tu dis, putain, tu vois, on peut faire plein de trucs, quoi. Donc... Est-ce que t'as vu le film Flow, qui a eu l'Oscar du meilleur film d'animation cette année ou pas? Non, j'ai pas vu. Mais qui est un film muet, muet, sans dialogue. Et qui a un parti pris artistique aussi qui est particulier, de se dire que le spectaculaire, parfois, c'est juste des animaux entre eux, sans dialogue. D'accord, 100% d'accord avec toi, 100% d'accord avec... J'aimerais avoir le talent de faire... je suis épaté par ce que fait Quentin Dupieux, ou même des films ou peu importe, qui sont ultra simples. C'est merveilleux, c'est un talent incroyable. Moi, j'ai pas ce talent-là. C'est pas que je me complique, mais j'ai besoin de mettre plein de machins partout pour pas faire chier, quoi. Alors que je suis d'accord. Hein, moi, il y a des trucs. 12 hommes en colère, c'est passionnant. C'est 12 mecs dans une pièce. Donc, tu vois, non, mais c'est vrai. C'est le truc tu peux pas t'arrêter de le regarder. T'es tétanisé comme ça. Enfin, il y a plein de films comme ça. Ouais. Moi, j'ai pas ce talent-là. J'aurais une dernière question parce qu'il faut qu'on s'arrête là. Tu as raconté que effectivement c'est Claude Berry qui t'a conseillé de se concentrer sur Cléopâtre au début des années 2000. Toi au départ tu y allais avec une autre idée qui était celle d'adapter Spirou et Fantasio. Ouais. C'est une idée qui est encore présente quelque part. Ouais. Franchement je trouve que ce serait un truc génial. Enfin, le film que j'ai dans la tête que je vois quand je lis, mais il est trop cher. Il est beaucoup trop cher le film. Oui, en même temps Cléopâtre il a coûté non plus extrêmement cher, c'est sûr. Mais je crois que ça aurait coûté presque plus cher que... Ah ouais? Ouais. Et je sais pas comment, en live, quelle tête a Spirou. Fantasio, je vois un peu plus. Tous les autres personnages, mais quelle tête a Spirou, comment... Mais il est super, Zorglub. C'est un super personnage. Il est génial, ce perso. Perso de méchant extraordinaire. Et là, il y a un spectacle de dingue, mais qui ressemble presque à du Fantomas d'André Hunebelle, ou presque du... Austin Powers, presque, enfin tu vois, c'est pas ça, mais il y a une espèce de truc exagéré, pop comme ça, parfois. T'as en plus le Marsu là-dedans, t'as un petit écureuil, il y a de la jungle, il y a des bagnoles qui volent, il y a des orglums, il y a des gens qui parlent à l'envers, il y a des gens qui sont paralysés par de la zorglonde. Non mais je veux dire, il y a un spectacle de cinglé, je trouve, mais qui est, j'ai l'impression, ultra compliqué à rendre en film pour que ça reste pas gênant à regarder avec des gens avec des vrais pots et des trucs où tu dis ça peut être vraiment très facilement il est facile à rater, je trouve. Oui, ok. Il peut bien foutre le cafard, quoi. Bah écoute. Mais dans ma tête, il est super. Bon, on espère qu'un jour il ne sera pas que dans ta tête. Merci beaucoup, Alain. Merci Arthur, merci à toi. Conini